Comment créer ta marque en 4 étapes? L'erreur que je vois le plus souvent, c'est de commencer par la création d'un logo ou d'un site internet, ce qui est pas forcément logique. C'est un peu comme si t'allais au restaurant et que tu commençais par manger le dessert au lieu de commencer par l'entrée. Bon, je sais pas si c'est un bon exemple en vrai, parce que je pourrais totalement commencer par le dessert, et puis bon, ça n'a pas le même impact non plus, mais bref, t'as compris l'idée. La première étape avec laquelle tu dois commencer si tu veux créer ta marque, c'est l'étude de marché. Et il y a plusieurs raisons à ça. Premièrement, ça va t'aider à comprendre si ton projet professionnel est viable et faisable sur le long terme. Et donc pour ça, il faut que tu fasses des recherches sur le secteur dans lequel tu veux te lancer. Il faut que tu saches en fait s'il est en plein développement, s'il est saturé ou en déclin. Et savoir tout ça, ça va t'aider à créer un business beaucoup plus adapté. Parce que par exemple, si tu vois que le secteur dans lequel tu veux te lancer, il est en déclin, soit tu trouves une solution, quelque chose d'innovant, et donc dans ces cas-là, tu peux peut-être inverser la courbe, ou alors tu peux te réorienter dès le départ. Et au contraire, si le secteur est saturé, va falloir que tu trouves peut-être un moyen de te démarquer. Et j'ai en tête l'exemple de Netflix. D'ailleurs, je sais pas si tu savais, mais l'entreprise, elle a été créée en 1997. Je ne savais pas du tout, je l'ai appris il y a quelques mois. Et leur évolution est assez intéressante parce qu'en fait, ils ont commencé avec la location de DVD. Donc ça veut dire que les gens se connectaient sur le site internet de Netflix, ils pouvaient choisir un DVD et ce DVD serait envoyé chez eux directement. Et après, ils avaient 7 jours pour regarder et renvoyer le DVD. Mais Netflix a très vite compris que ça allait pas être un business rentable sur le long terme. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont innové et ils ont commencé à travailler sur leur plateforme de streaming. Mais ils n'ont pas choisi le streaming au hasard. Ils ont fait leur petite étude de marché, ils ont observé ce qui se passait autour et ils ont remarqué que YouTube, ça a commencé à bien fonctionner. Et donc, ils se sont dit, il y a du potentiel dans le streaming. Et tout ça, ça se passe en 2005. Donc, tu vois, sur du YouTube, il n'y avait même pas encore de HD. Bref, tout ça pour dire que Netflix a su observer le marché, a su observer son évolution, et du coup, la compagnie s'est très vite rattrapée et a changé son business model. Étudier le marché, ça va aussi t'aider à mieux le comprendre. Et donc, à mieux évaluer le contexte politique, économique, social, culturel. Et ça, c'est important parce que ça va t'aider à comprendre si le contexte est plutôt favorable pour ton business ou non. Et le timing, c'est un aspect important du marketing, et malheureusement, il est un peu trop négligé parfois. Donc, ne fais pas cette erreur-là et essaye de bien comprendre ce qui se passe autour de toi, quelle est l'évolution du marché, et surtout son contexte. Par exemple, ça peut t'aider à comprendre si c'est le bon moment pour lancer ton business. En 2020-2021, c'était le boom de la crypto. Du coup, il y a pas mal de gens qui ont vu l'opportunité et qui ont commencé à créer un business autour de la crypto. Que ce soit pour vendre des formations, des services, des produits, mais ils ont su comprendre que c'était le bon moment pour démarrer. Par contre, une autre marque qui a un petit peu loupé le coche, c'est Polaroid. C'était la première compagnie à vendre un appareil photo instantané, donc ils étaient quand même les pionniers dans leur industrie. Sauf que vers la fin des années 90, l'appareil photo numérique fait son apparition. Et le truc, c'est que Polaroid avait déjà préparé un appareil photo numérique, sauf qu'ils ne l'ont pas commercialisé parce qu'ils se sont dit que les consommateurs n'étaient pas prêts, que c'était trop tôt. Sauf que du coup, ils ont attendu un peu trop longtemps et du coup, ils se sont fait doubler par la concurrence. Et donc à ce moment-là, ils ont fait faillite. Étudier le marché, ça va aussi te permettre d'identifier les consommateurs du secteur dans lequel tu veux te lancer. Et du coup, l'objectif, c'est de comprendre leur motivation, pourquoi ils achètent tel produit, tel service, quels sont les problèmes qu'ils essayent de résoudre ou quels sont les objectifs qu'ils essayent d'atteindre. Et en faisant ça, tu peux aussi repérer peut-être des problèmes qui sont pas encore résolus. Et donc, tu peux apporter la solution avec ton produit ou ton service. Par exemple, jusqu'à il y a quelques années, la lingerie féminine, c'était surtout Etam et Victoria's Secret. Ou Princesse Tam Tam, voilà. Mais bon, c'était principalement des tailles standards. Jusqu'au jour où des marques comme Savage X Fenty ou Sans Complexe ont débarqué et ont carrément chamboulé le game de la lingerie. Elles ont remarqué qu'il y avait un problème de diversité dans les tailles de lingerie. Genre, au-delà d'un certain bonnet, c'était super difficile de trouver un soutif ou alors c'était un truc tout moche. Donc ces marques-là, elles ont repéré un problème et du coup, elles ont créé un produit en fonction. L'étude de marché, ça va aussi te permettre de repérer tes concurrents et de pouvoir les analyser. Donc tu vas étudier leur offre, leur stratégie de communication, de marketing, leur audience. Bref, tu vas les décortiquer, tu vas les analyser. C'est juste pour comprendre ce qui se fait déjà et voir comment toi, tu peux apporter une différence, comment tu peux trouver la plus-value de ton business. Il faut que ton business se démarque. Et il y a plusieurs manières de faire ça. Ça peut être la façon dont tu crées ton produit, dont tu délivres tes services. Ça peut être aussi par rapport à tes valeurs ou dans l'audience que tu vises. Par exemple, Tesla se démarque avec ses valeurs. Elle propose des voitures électriques et donc plus écologiques. Et elle se démarque aussi par son innovation, donc les voitures qui se conduisent toutes seules. Donc ça, c'est les différentes choses que tu dois identifier quand tu fais ton étude de marché. Maintenant, on va passer à la deuxième étape qui est de repérer ton client idéal. C'est essentiel de savoir à qui ta marque s'adresse. Et ça pour plusieurs raisons, parce que ça va t'aider premièrement à créer un produit ou un service qui est beaucoup plus adapté, qui correspond exactement à ce que recherche ta cible. Et deuxièmement, ça va te permettre de te démarquer de la concurrence. Dans le sens où plus tu vas créer une offre adaptée à ta cible, plus tu vas affiner tes compétences et donc tu vas devenir une référence pour ta cible. Tu vas t'imposer comme étant un expert ou une experte dans ton domaine. Par exemple, d'un point de vue consommateur, on va dire que tu organises ton mariage et donc tu cherches un photographe. Au fur et à mesure de tes recherches, tu as 3 résultats qui ressortent. Un qui est spécialisé dans plusieurs domaines, donc c'est-à-dire le portrait, le paysage ou voir des photos de produits. Un deuxième qui est spécialisé dans les portraits et un troisième qui est spécialisé dans les mariages. Forcément, le choix ne va pas être difficile, tu vas choisir celui qui est spécialisé dans les mariages parce que logiquement, il fait que ça, c'est lui l'expert. Ou pour reprendre l'exemple avec des produits, du coup tu cherches un traiteur pour ton mariage. Mais du coup c'est la même chose, tu vas choisir un traiteur qui est spécialisé dans les mariages. Et si on change de point de vue, si en tant que marque tu te spécialises dans un domaine, ça va être beaucoup plus facile de te trouver. Et ça va être beaucoup plus facile pour toi de trouver des clients. Parce que logiquement, par exemple, sur Google, je vais chercher photographe mariage ou traiteur mariage. Mais donc si c'est ta spécialité, je vais tomber sur toi. Trouver ton client idéal, comprendre comment il réfléchit, comment il fonctionne, ça va aussi t'aider à mieux communiquer auprès de lui.
Parce qu'en comprenant ses problèmes, ses objectifs, ses frustrations, mais aussi ses centres d'intérêt, tu vas pouvoir créer une stratégie de contenu beaucoup plus efficace et pertinente. Tu vas savoir comment lui parler, quels mots utiliser, comment aborder un sujet, comment transmettre ton message, comment attirer son attention. Troisième étape, tu vas positionner stratégiquement ta marque. Il y a deux manières de définir le positionnement stratégique. Premièrement, c'est la façon dont les consommateurs perçoivent ta marque. Par exemple, si je pense à Ferrari, je vais penser à voiture rouge, sportive, de luxe. Mais le positionnement stratégique, c'est aussi comment ta marque se positionne sur le marché par rapport à tes concurrents. Par exemple, Tesla par rapport à Ferrari, c'est moins sportif, mais par contre, c'est beaucoup plus écologique. Mais c'est une marque aussi plus innovante et abordable. Et donc la bonne nouvelle, c'est que tu as un certain contrôle sur le positionnement stratégique. Tu le choisis. Et donc il y a plusieurs critères pour choisir ton positionnement. Tu peux décider d'être une marque premium ou abordable. Ou tu peux jouer sur tes valeurs, par exemple, si tu es une marque écologique. Donc il n'y a pas vraiment de bonne réponse. C'est par rapport à toi et ce que tu veux faire de ta marque. Par contre, c'est vraiment important que tu y penses et que tu définisses ton positionnement parce que ça va t'aider à avoir une image de marque cohérente. Si tu te positionnes par exemple comme une marque de luxe mais la qualité de ton produit ne suit pas et les tarifs sont bas, il y a un problème de cohérence. Mais c'est pas tout parce que le positionnement, ça va aussi t'aider à rester cohérent ou cohérente dans ta stratégie marketing. Si t'es une marque de luxe, tu vas pas communiquer de la même manière que si t'es une marque accessible à tout le monde. Peut-être qu'une marque premium va plutôt jouer sur l'exclusivité et donc bien choisir ses canaux de communication. Et enfin, quatrième étape, tu vas pouvoir créer ton identité visuelle. Et donc tu peux enfin manger ton dessert. Enfin, je veux dire, créer ton logo et ton site internet. Mais l'identité visuelle, c'est plus que ça. Il va falloir que tu choisisses les couleurs de ta marque, la typo, et à partir de là, tu vas pouvoir créer ton logo, ton site internet, le packaging de tes produits, bref, tout ce qui est visuel. Et c'est logique que la création de ton identité visuelle ne se fasse que maintenant, parce que tu peux pas créer un logo ou un site internet si tu ne sais pas à qui ta marque s'adresse, ou si tu ne connais pas non plus le positionnement de ton business. Si tu te positionnes comme une marque écologique ou comme une marque de luxe, tu vas utiliser une couleur ou une typo en fonction. Et puis aussi, à ce niveau-là, tu auras déjà une idée de à quoi va ressembler ta marque, et donc de sa personnalité. Et à travers ton identité visuelle, tu vas exprimer l'identité de ta marque. Et c'est à ça que ça sert, une identité visuelle. À retranscrire l'univers et la personnalité de ta marque, à la rendre identifiable et mémorable auprès de ta cible, et aussi du coup de pouvoir créer une connexion avec elle. Il y a certaines marques qui attirent ton attention parce que c'est l'univers qui te plaît au début. Il y a un truc, ça provoque une émotion chez toi et je sais pas, t'aimes bien les couleurs, t'aimes bien l'énergie que ça dégage et donc tu vas t'y intéresser. Donc voilà, maintenant tu as les 4 étapes pour créer ta marque, à toi de jouer. N'hésite pas à me laisser tes questions en commentaire si tu en as. Et puis si tu as aimé le contenu, n'hésite pas non plus à t'abonner, ça fait toujours plaisir. En attendant, je te dis prends soin de toi et à bientôt.